Binge audio. Oh la vache, c'est quoi ce délire? C'est une scène à la fois banale et extraordinaire. Voilà. Dans un bureau d'une tristesse confondante, Éric Ciotti, président à l'époque du parti Les Républicains, ferme la fenêtre et va s'installer à son bureau, dégainant son téléphone, l'air de dire « au boulot ». Une scène filmée et postée sur les réseaux sociaux au cœur de la crise déclenchée par le même Ciotti, désavoué par son camp lorsqu'il choisit de s'allier à l'extrême droite et enfermé seul au siège d'un parti qui s'apprête à voter son exclusion. Et c'est parti. Une scène censée représenter un homme politique détaché des querelles partisanes et concentré sur un objectif plus grand. Une scène qui symbolisait en réalité l'impasse dans laquelle s'était engagé un politicien dont les courtes vues ont fracassé ce qu'il restait de sa famille, la droite, déjà bien mal en point. Ce parcours, on va le retracer dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. L'utilisation ostentatoire des drapeaux étrangers est donc interdite dans le centre de la ville de Nice. Et ce, jusqu'à la fin de la Coupe du monde de football. Et je demande au préfet des Alpes-Maritimes d'être vigilant au respect de cette disposition qui doit permettre à la police nationale de veiller tout simplement au respect des symboles de la République française. La carrière d'Éric Ciotti, elle est indissociable de celle de Christian Estrosi. Originaires de Nice l'un et l'autre, les deux hommes se rencontrent à la fin des années 80. Ils ont 10 ans d'écart. À l'époque, Ciotti est un jeune étudiant de Sciences Po, adhérant depuis l'adolescence au RPR, le parti gaulliste mené par Jacques Chirac. Tandis qu'Estrosi, lui, est déjà député. C'est une petite gloire locale. Il a été 4 fois champion de France de moto, puis il a ouvert un magasin de grosses cylindrées au cœur de Nice. C'est comme ça qu'il est repéré par Jacques Médecin, le puissant maire de la ville, secrétaire d'État sous Giscard, une figure incontournable. Depuis 1928, les médecins règnent quasiment sans interruption sur la ville. D'abord Jean, puis son fils Jacques, élu à répétition depuis 1966. La France va être envahie par tous les macaques qui n'ont rien d'autre à faire que de venir vivre chez nous, aux frais du contribuable. Je ne connais pas un Israélite qui refuse un cadeau qu'on lui offre, même si le cadeau ne lui plaît pas. Nice, c'est son fief, sa ville. Il la modèle à son image et y installe un système que la justice finira par considérer comme étant de la corruption. Soucieux de faire entrer du sang neuf dans ses équipes, c'est lui qui repère Estrosi et l'embarque comme conseiller municipal avant de pousser le RPR à l'investir pour les législatives de 88. Médecin finira rattrapé par les affaires, contraint à l'exil en Uruguay, condamné à de la prison ferme. Il mourra en 98 en laissant avant tout l'image d'un baron local aux allures de parrain mafieux qui n'hésitait pas à revendiquer une proximité idéologique très forte avec l'extrême droite. Un héritage qui, vous le verrez, résonne encore pas mal aujourd'hui. Mais avant d'être abonné à la rubrique Justice des journaux, Médecin a donc le temps de lancer la carrière de son poulain en politique, Estrosi. Sauf que ce dernier, qui a abandonné les études pour se consacrer à la moto, a besoin de partir à l'Assemblée nationale avec dans ses valises un assistant maîtrisant mieux que lui les arcanes du pouvoir. Ce sera Éric Ciotti. En à peine quelques heures, si on en croit la légende maintes fois relayée dans les biographies des deux hommes, c'est le coup de foudre, amical et politique. Ils ne se quitteront plus, au moins pendant les 20 années qui vont suivre. Car Estrosi connaît une trajectoire ascendante. Député, il est aussi conseiller départemental, où Ciotti est son directeur de cabinet. Puis il devient ministre pendant le second mandat de Jacques Chirac. Là aussi, Ciotti est dans les parages. Sarkozyste acharné, Estrosi s'engouffre dans la brèche ouverte à droite par son nouveau champion, à grand renfort d'un discours sécuritaire et réactionnaire. Certes,
il n'a jamais vraiment incarné l'aile gauche de son parti, lui qui, dans les années 90, fut un des plus ardents opposants au Pax et a même déposé une proposition de loi visant à rétablir la peine de mort. Estrosi surtout fourbit ses armes dans la perspective de la bataille des municipales de 2008. À nouveau appelé au gouvernement par Fillon et Sarkozy, il place ses hommes en bonne position. Ainsi, pour les législatives de 2007, il décroche à son fidèle lieutenant Ciotti l'investiture dans la première circonscription des Alpes-Maritimes tenue par la droite depuis 20 ans. Sur le papier, ça a l'air d'une victoire garantie pour celui qui est encore présenté partout comme l'âme damnée d'Estrosi. Sauf que ça ne va pas être aussi simple. Je suis le candidat de l'UMP, du président de la République, de Christian Estrosi. Je suis le seul candidat à pouvoir revendiquer le soutien de ma famille politique. Certains essaient de jeter un petit trouble dans cette élection. C'est un peu de l'agitation de gens qui sont perdus. Les prémices de cette élection sont un peu chaotiques. Le député sortant, Jérôme Rivière, est membre de l'UMP, mais il a eu le malheur de soutenir Philippe Devilliers à la présidentielle. Ça lui vaut de perdre la confiance de l'UMP et des militants qui choisissent de lui préférer Ciotti. Mais il décide de se maintenir. Il saisit toutes les instances possibles et finit même par afficher le logo de l'UMP sur ses affiches et ses tracts, ce qui conduit à son exclusion. Dans la presse, Jérôme Rivière s'en donne à cœur joie sur Ciotti, pointé du doigt comme un apparatchik, un homme de l'ombre, un technocrate, une marionnette de Christian Estrosi. Mais il a un atout de poids, un certain Nicolas Sarkozy, qui, à peine élu président de la République, débarque dans la ville de Nice à quelques jours des législatives pour une visite, soi-disant, de courtoisie. Éric Ciotti pris dans le rouleau d'une vague bleu-azur, mais bien décidé à être vu aux côtés du président. Quel meilleur soutien pour sa campagne que Nicolas Sarkozy en personne. Soutien officieux d'un président en voyage officiel. Cette visite n'était pas une visite politique, il n'a pas eu un mot politique, même si c'est vrai, on en a eu en privé, mais ça ne regarde que nous et en tout cas, ça m'a fait chaud au cœur. Avec ce soutien tout à fait décisif, Ciotti récupère sans problème le siège de député et peut préparer la suite, à savoir la campagne d'Estrosi pour les municipales à Nice en 2008. Depuis la fin de l'ère médecin, c'est Jacques Perrat qui a récupéré la mairie. Député, sénateur très influent, il est aussi très à droite. D'ailleurs, il ne cache ni son amitié avec Jean-Marie Le Pen, qu'il connaît depuis les années 50 et les bagarres de rue de la Corpo de droit, ni le fait qu'il a milité au Front National pendant 20 ans. Parti du FN en 1994, il rallie le RPR et rafle la mairie de Nice. Mais 10 ans plus tard, le duo Estrosi-Ciotti est bien décidé à la lui reprendre. Perrat étant déjà sous le feu des critiques pour sa gestion de la ville, Estrosi n'a pas trop de mal à convaincre l'UMP de lui laisser le champ libre. Perrat se présente quand même, mais ne parvient pas à empêcher Estrosi de s'installer dans son fauteuil, avec, à ses côtés, évidemment, Éric Ciotti qui devient immédiatement son premier adjoint. Mais les deux hommes ont un second plan en tête. Leçon du jour, faire durer le bluff. Une mise pareille au tout début du jeu, moi je dis qu'il n'a rien de plus qu'une paire de figures. Car Estrosi ne va pas pouvoir garder tous ses mandats. En 2008, il se retrouve en effet à la fois député, maire de Nice, président du conseil général, du département donc, et président de la communauté d'agglomération. Ça fait un peu beaucoup au regard de la loi sur le cumul des mandats, même si cette loi est encore à l'époque assez permissive. Qu'à cela ne tienne, Estrosi a son meilleur lieutenant sous la main. Lui peut garder la ville et laisser le département à Ciotti. Mais il y a un problème. Celui-ci a échoué à se faire élire au Conseil général lors des dernières élections. Il faut donc trouver un moyen de l'y faire entrer. Je suis vos $500 et je continue en relançant de $500 de ma poche. Par un superbe tour de passe-passe, Estrosi offre opportunément un poste à la mairie de Nice à l'un des conseillers généraux de droite, qui par ailleurs est un vieux copain. Le conseiller accepte ce poste, mais malheur, il doit à cette occasion démissionner de son mandat départemental, incompatible avec sa nouvelle mission municipale. Un mandat immédiatement pourvu par Éric Ciotti. Estrosi démissionne de la présidence du département et Ciotti n'a plus qu'à la récupérer. C'est beau, la politique. Eh bien, je sais pas trop ce que vaut le carré de neuf, mais avec l'as, je pense que c'est pas mal. Sans le savoir, Estrosi a signé la fin de leur compagnonnage lorsqu'il a poussé son fidèle adjoint sous les projecteurs. C'est en effet à partir de ce moment-là que des tensions commencent à émerger entre les deux hommes. L'étoile d'Estrosi
pâlit au niveau national. Après avoir quitté le gouvernement Fillon par la petite porte, au détour d'un remaniement, il semble aussi avoir perdu ses entrées dans le clan Sarkozy. Ciotti, lui, fait feu de tout bois pour se faire un nom. Et ça marche. Depuis 2009, il est secrétaire national au sein de l'UMP, chargé des questions de sécurité. Un rôle qui lui ouvre grand la porte des médias, où il peut aller défendre ses propositions de loi qu'on jurerait tout droit tombées des cartons du Front National. Ainsi, il pousse avec succès en 2010 pour la suppression des aides sociales pour les parents en cas d'absentéisme à l'école de leur enfant. La décision de suspendre les allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire injustifié et répétitif d'un élève aura un caractère systématique. Une mesure évidente pour le député à l'origine du projet. Il n'est pas normal qu'une famille perçoive des revenus liés à la présence d'un enfant et que cet enfant n'aille pas à l'école et soit laissé quelque part à la loi de la rue. Boosté par la présidence tout sécuritaire de Sarkozy, qui propose une loi à peu près à chaque fois qu'un fait divers secoue l'opinion, Ciotti est de tous les combats. On le retrouve derrière des rapports sur l'état de la justice, sur l'exécution des peines, sur les prisons. Il est un peu partout. Certes, il n'est pas au gouvernement, mais il a l'oreille des grands cadres du parti, ceux du premier cercle de l'Élysée, et il en profiterait, c'est ce que rapportent plusieurs confrères, pour casser du sucre sur le dos de son vieux copain Estrosi, un grand classique en politique, ce genre de trahison. En 2012, après la défaite de Sarkozy, Ciotti se met dans la roue de François Fillon. C'est lui qu'on retrouve en première ligne lorsqu'il s'agit de contester les résultats de l'élection du président de l'UMP, qui donne le rival de Fillon, Jean-François Copé, vainqueur. Une séquence assez ridicule, dont on vous a raconté les dessous lors de notre épisode consacré à François Fillon, au cours de laquelle donc Ciotti confirme son rôle de porte-flingue des barons de la droite, adeptes des coups tordus et des règlements de compte. D'ailleurs, les supporters de Copé pointeront du doigt des irrégularités, selon eux, dans le vote des militants de la Côte d'Azur. Irrégularités dont l'instigateur ne serait autre, disent-ils, qu'Éric Ciotti. Conférence de presse à l'UMP, au siège de l'UMP. Donc on est revenu sur l'histoire du vote de dimanche et sur les fraudes supposées ou irrégularités supposées. Et là, au détour de cette conférence de presse, Jérôme Lavrieux lance une attaque violente contre Éric Ciotti. On l'écoute. Accepter les leçons de monsieur Éric Ciotti, dont le propre bureau de vote est entaché d'irrégularités grossières. 128 enveloppes, c'est-à-dire 128 votes qui arrive comme par hasard dans une urne. C'est le signe manifeste d'un bourrage d'urne massif. Cette désastreuse séquence est vite oubliée. Ciotti peut profiter de son statut de nouveau ténor de la droite, la vraie, et préparer le comeback de Nicolas Sarkozy dont il vante les mérites à longueur d'interview. Ce sera un échec puisque l'ex-président n'arrivera pas à convaincre les militants de lui confier à nouveau le rôle de candidat au présidentiel. Ciotti n'a plus qu'à se mettre au service du candidat, François Fillon, qu'il connaît bien, et dont la campagne ne va pas tarder à partir en torche sous l'effet du Penelope Gate. Là aussi, je vous invite à écouter l'épisode qui lui est dédié. Ciotti, lui, profite de la pagaille pour grimper quelques échelons, alors que bon nombre de cadres abandonnent le navire en voyant approcher l'iceberg du premier tour des présidentielles. Lui défend jusqu'au bout la candidature de Fillon, et il se retrouve nommé secrétaire général adjoint du parti, devenu Les Républicains, un bastion idéal d'où préparer la suite une fois passées les élections de 2017. Mais c'est sa bataille à mort aujourd'hui avec Éric Ciotti. On a deux coqs dont les ambitions ministérielles ont été sacrément contrariées et deux coqs aujourd'hui qui se disputent le territoire des Alpes-Maritimes. Car la présidentielle puis les législatives, c'est l'occasion de mettre sur la place publique sa désormais farouche opposition à son ancien mentor Christian Estrosi. Ça fait désormais quelques années que les relations sont de plus en plus tendues entre les deux hommes qui ne s'adressent presque plus la parole. En 2017, sentant la catastrophe Fillon arriver, Estrosi s'est rapproché d'Emmanuel Macron. Il l'a accueilli pendant la campagne présidentielle à Nice. Et les ex-cadors de droite qui sont passés chez les macronistes se sentent très à l'aise sur la Côte d'Azur. La preuve, Gérald Darmanin, devenu ministre, vient publiquement soutenir l'adversaire de Ciotti aux législatives. Pire, il est lui aussi reçu à la mairie par Estrosi. Ciotti enrage et ne manque pas de faire comprendre, lors de sa réélection comme député, que la guerre est déclarée. Ce soir, nous aurions pu avoir plusieurs dizaines de députés de plus. En France, peut-être une centaine de députés de plus. Si certains n'avaient pas eu une attitude ambiguë
si certains, dès avant le premier tour, ne s'étaient pas engagés avec un soutien complètement irresponsable et illégitime au nouveau gouvernement. Si certains souhaitent continuer le soutien qu'ils ont apporté au pouvoir actuel, je crois qu'ils seront amenés à quitter d'eux-mêmes notre famille politique. Cette guerre, elle va prendre des formes presque comiques, si tant est qu'on oublie que tout ça se fait avec pas mal d'argent public. On oublie de s'inviter à des cérémonies, on ne donne pas la parole à l'autre lors d'un événement en public, on grille la priorité sur une annonce. Ciotti, en tant que trésorier de la Fédération locale des Républicains, va jusqu'à couper la ligne téléphonique de la permanence LR d'Estrosi, considérant qu'il n'a plus sa place au sein du parti. Le pire, c'est que tout ça a un retentissement sur la politique locale. Entre le département, où Ciotti est le patron, et la ville de Nice, menée par Estrosi, la brouille entre les deux hommes se retrouve dans les décisions d'attribution de financement mises au ralenti par leurs désaccords, avec à la clé des projets qui traînent, des chantiers qui ne démarrent pas, chacun rejetant sur l'autre la faute. Aussi, lorsqu'arrivent les municipales de 2020, tout le monde s'attend à voir Ciotti essayer de détrôner Estrosi. Mais après avoir fait planer quelque temps le doute, il renonce. Il faut dire qu'il a un autre objectif en tête. Un objectif plus grand. Les primaires de la droite. Prévues fin 2021, elles désigneront le ou la candidate des Républicains pour la présidentielle suivante. Ciotti ne part pas du tout vainqueur. Mais le scrutin est un bon moyen de tester le succès de sa ligne droite dure auprès des militants dans un contexte où LR est totalement anesthésié par le macronisme. Pendant longtemps, les intentions de vote sont archi favorables à Xavier Bertrand, tenant d'une ligne plus classique. Mais le soir du premier tour, c'est la surprise. Ciotti est non seulement qualifié pour le second tour, mais il est en tête. C'est donc un duel inattendu, Valérie Pécresse face à Éric Ciotti. Je suis le seul à pouvoir battre Macron en rassemblant tout le peuple de droite. Ce qui était à l'origine un ballon d'essai pour compter ses soutiens est en train de se transformer en potentielle candidature à la présidentielle. Sauf que les dirigeants de LR ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ne sont pas très convaincus, visiblement, par le discours un peu trop Le Pen compatible de Ciotti, qui n'hésite pas à expliquer publiquement qu'en cas de second tour entre Macron et l'extrême droite, il n'aura pas beaucoup d'hésitation. Entre Macron et Zemmour, je préfère Zemmour. La grande majorité des chefs de LR appellent donc à voter pour Pécresse, un tout sauf Ciotti dont il gardera une certaine rancune, mais qui finalement lui rendra un beau service, car après avoir été désignée candidate du parti, Pécresse signe une campagne encore plus désastreuse que celle de Fillon en 2017. Elle termine derrière Éric Zemmour, sous la barre des 5% des voix. Du jamais vu pour la droite dite de gouvernement sous la Ve République, une catastrophe industrielle. Vous m'avez manqué! Ciotti, lui, se retrouve donc en bonne position pour réclamer les clés du parti. Ce sera chose faite quelques mois à peine après la défaite de Pécresse en 2022. Il a face à lui notamment Bruno Retailleau, qui le trouve trop à droite, c'est dire. Alors Ciotti essaye de recentrer un petit peu son discours. Par exemple, lorsqu'un député RN crie qu'il retourne en Afrique, alors qu'un député de gauche noir est à la tribune pour parler des migrants, Ciotti, qui pourtant d'habitude est assez conciliant avec le parti de Marine Le Pen, fustige la sortie de l'élu d'extrême droite. Manque de bol, ça va lui coûter des points auprès des militants de LR qui sont de moins en moins farouches sur la question. Changement de stratégie, barre à droite toute, donc aucun problème pour Ciotti dont le pédigré en la matière n'est plus à faire. Le 11 décembre 2022, il est élu président des Républicains sur une ligne on ne peut plus claire. Je veux une droite ferme, une droite de l'ordre, du travail, de l'autorité, de l'identité qui nous permette de vivre comme nous avons toujours vécu. Sa présidence ne va pas être un long fleuve tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire. Se retrouvant à gérer un groupe parlementaire réduit à peau de chagrin, composé d'à peine une soixantaine de députés, le plus faible nombre de l'histoire de la Ve République pour la droite, il doit surtout affronter des désaccords sur la ligne à tenir. LR est en effet coincé entre l'opposition à Macron et l'opposition à l'opposition, à savoir la gauche. Plutôt conciliant avec la Macronie dans un premier temps, les députés de droite ont des envies d'indépendance. 19 d'entre eux vont ainsi voter la motion de censure contre le gouvernement, alors que Ciotti le leur avait interdit.
Est-ce qu'il n'aurait pas un peu de mal à tenir ses troupes ? Lui assure préférer préserver l'unité du groupe. C'est pourtant bien un choix de sa part qui va achever de le faire voler en éclats. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Nous sommes en juin 2024 et Emmanuel Macron vient de prendre tout le monde de court. Après des élections européennes désastreuses pour son camp, il renvoie tous les députés à la maison, ou plutôt dans leur circonscription. Stupeur un peu partout, surtout dans les rangs des Républicains. Car en 2 ans, LR est très loin d'avoir remonté la pente. Sa liste européenne n'a fait que 7%. Elle peine à exister dans le débat public. Ciotti met depuis des mois toute son énergie au service de son nouveau champion, Laurent Wauquiez, dont il assure qu'il sera le candidat de la droite pour la présidentielle de 2027. Mais cette élection anticipée n'arrange pas du tout ses affaires. Alors il prend une décision qui va faire date. Sans consulter ses cadres, il prend sur lui d'aller négocier directement avec le Rassemblement national un accord électoral qui permettrait à ses troupes de ne pas se faire balayer par la vague brune qui s'annonce. Il le fait sous le patronage de Vincent Bolloré, qu'il a mis dans la confidence et auprès de qui il a été chercher conseil. On savait que les 2 hommes étaient proches depuis quelques années, notamment depuis les signaux d'amitié envoyés par Ciotti au protégé de Bolloré, Éric Zemmour. On savait aussi, il ne s'en cache pas, que le milliardaire rêve d'une union des droites, autrement dit une union de la droite et de l'extrême droite, pour conquérir le pouvoir en France. Un fantasme que Ciotti se propose de réaliser. Bardella et Le Pen sont partants, ne serait-ce que pour déstabiliser Macron, qui s'appuie régulièrement sur LR pour faire passer ses lois. Et Ciotti se charge de délivrer lui-même la bonne nouvelle au grand public. Nous avons besoin d'une alliance en restant nous-mêmes, en évitant le danger des insoumis qui demain pourraient avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc il faut une alliance, c'est le sens de la Ve République. Une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez ? Une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats. Petit détail qu'Éric Ciotti a omis au passage, son parti n'est pas tellement d'accord pour cette union forcée. C'est vrai que c'est de la traîtrise, on peut le dire quand même, parce qu'il a fait ça sans prévenir. Pire, la quasi-totalité des députés, des sénateurs et des cadres des Républicains sont vent debout contre cette décision. C'est une trahison, mais c'est surtout un calcul intéressé. On sort les sulfateuses, on parle de trahison, et le parti du général de Gaulle, qui a toujours prétendu représenter l'ordre, le sérieux, la mesure, se met à ressembler furieusement à un énorme bazar. Au lendemain de sa déclaration choc, les cadres du parti organisent une réunion de crise pour décider de l'exclusion de leur propre président. Ce dernier répond en s'enfermant littéralement dans le siège du parti dont il a fait fermer les portes, dégageant au passage les salariés en désaccord avec ses décisions. Le bureau politique de LR doit se tenir dans un autre bâtiment. Les cadres votent à l'unanimité l'exclusion de Ciotti qui refuse de partir, arguant de l'illégalité de la démarche. Il annonce porter le sujet devant les tribunaux. Éric Ciotti est en rupture totale avec les statuts et la ligne portée par les Républicains. Il est exclu ce jour des Républicains. En parallèle, une guerre numérique se déclenche pour les codes des différents réseaux sociaux du parti. Ciotti parvient de justesse à conserver ceux de Facebook, mais se fait promptement éjecter du compte Twitter par le webmaster de LR. Bref, c'est le bordel. Et ça n'est pas fini. On apprend dans la foulée que Marion Maréchal-Le Pen et quelques autres ex-figures de la droite radicale se rallient à l'union Ciotti-Bardella sans en avoir averti Éric Zemmour qui se retrouve donc un peu agacé. Tout ça est relayé avec abondance et gourmandise par les médias de Vincent Bolloré qui roulent à 200% pour Ciotti et excluent de leur plateau les membres de LR récalcitrants. Éric Ciotti a simplement écouté ses électeurs. C'est bête, hein ? Il a simplement écouté ses électeurs. Que veulent ses électeurs ? L'alliance. Et au lieu de ça, vous écoutez des chefs à plumes républicains qui sont les fossoyeurs de la droite française depuis des années. Madame Pécresse, qui a fait moins de 5%. Xavier Bertrand, qui n'a jamais rien gagné. Et Laurent Wauquiez, qu'on n'avait pas entendu depuis des mois sur aucun sujet, qui est sorti de sa grotte pour expliquer qu'il ne faut pas faire un accord. Mais enfin, ces gens sont affligeants. Faut pas qu'ils s'étonnent d'être là où ils sont. Il n'empêche, Ciotti a bien du mal à rassembler des candidats pour le scrutin qui s'annonce. Il finit par en trouver une 60aine. La moitié n'était même pas adhérente à LR. On y croise des soutiens de Zemmour, évidemment, un chroniqueur de CNews, une ex-députée macroniste devenue lobbyiste chez le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin, et quelques anciennes figures de la droite sarkozyste en rupture de banc, surtout connues pour leurs dérapages homophobes ou leurs déboires judiciaires.
C'est dans cette ambiance de cafouillage intense que se tiennent les législatives anticipées. Résultat des courses, 17 députés pour l'alliance LR-RN de Ciotti, 39 pour les LR Canal Historique. Fin août 2024, Ciotti lance son propre parti, l'UDR, l'Union des droites pour la République, une référence à l'UDR du général de Gaulle. Et dans la foulée, il claque enfin la porte des Républicains qui, dans leur malheur, ne s'en sortent pas si mal puisque c'est un des leurs, Michel Barnier, qui est choisi par Macron au poste de Premier ministre. Retailleau, le rival de Ciotti, ne tarde pas à rafler non seulement le portefeuille de ministre de l'Intérieur dont Ciotti a toujours rêvé, mais également la place de chef de la droite. Que reste-t-il dès lors d'Éric Ciotti ? Eh bien, il reste les affaires judiciaires, j'entends. Car de ce point de vue-là, il est plutôt gâté. Il fait en effet l'objet de 3 enquêtes. Une depuis 2020 pour des soupçons de détournement de fonds publics au conseil départemental. On lui reproche notamment d'avoir continué à bénéficier des moyens normalement dévolus au président du conseil, ce qu'il n'est plus depuis 2017. Une seconde enquête concerne des soupçons d'emploi non déclarés ou non autorisés de certains de ses collaborateurs entre l'Assemblée nationale et le conseil départemental. Et enfin, la troisième et la plus récente a été révélée en août 2025 par Libération. Une perquisition a eu lieu toujours au conseil départemental où Ciotti a ses bureaux. Les enquêteurs sont venus chercher des fichiers informatiques un peu particuliers. Des listings recensant des Niçois influents. Beaucoup trop détaillés, ces listings, au vu des règles qui régissent la conservation des données, avec, selon le parquet de Nice, l'appartenance religieuse ou ethnique, la situation de handicap et la situation financière ou patrimoniale des personnes ainsi fichées, ce qui est illégal. L'enquête suit son cours, Ciotti dénonce un complot contre lui, évidemment orchestré par son meilleur ennemi, Christian Estrosi. Estrosi qu'il compte enfin affronter au municipal en 2026 à Nice. Il a officialisé sa candidature à l'été 2025. Christian Estrosi, c'est le maire de la dette, c'est le maire des gaspillages, c'est le maire bling-bling. Il y a 23 affaires judiciaires qui ont été recensées par la presse contre le maire sortant, qui concernent des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Moi, j'ai la confiance des Niçois et je vais avoir la confiance des Niçoises et des Niçois pour devenir leur maire. Une campagne qui s'annonce pleine de douceur, de respect et de sobriété, à l'image finalement de toute l'œuvre d'Éric Ciotti. Merci à Paul Berthiaud qui a réalisé cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.